En tout cas, beaucoup de Togolais pensent, comme vous, que le pouvoir de Faure Gnassingbé ne feront jamais les réformes devant garantir la transparence des élections. Alors David Pelly, pour bon nombre de Togolais, le leadership a mis en lambeau l'opposition. Alors Monseigneur Philippe Fanko Kodjo joue cette dernière carte en appelant l'opposition à une union sacrée de l'opposition. Et dans la même foulée, Monseigneur Philippe Fanko Kodjo lance un appel de fonds pour obtenir la tenance. Alors que vous inspire cette action de Monseigneur Philippe Fanko Kodjo? Monsieur Amos, il faut dire que Monseigneur Philippe Fanko Kodjo, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Et je le respecte beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour les Togolais depuis les années 90. Et lorsqu'il avait conduit la conférence nationale, moi j'étais pas très âgé à l'époque, mais j'ai appris tout ce qu'il a pu faire. Et malgré les critiques qu'on lui adresse de temps à autre, je crois qu'il a fait sa part. Et depuis, il n'a jamais baissé les bras quand il s'agit de la politique togolaise. Et quand on voit son âge aujourd'hui et on voit l'énergie qu'il déploie pour le Togo, c'est touchant ce qu'il fait. C'est très touchant ce qu'il fait. On peut ne pas être d'accord avec certaines de ses actions, mais il faut quand même reconnaître que ce que ce monsieur est en train de faire est énorme. C'est touchant chaque fois que moi je le vois en train de prendre la parole. Il parle difficilement, il arrive à parler difficilement, mais il prend la parole, il dit ce qu'il pense, il fait des actions. Parce qu'on le voit des fois aller à la prison, rendre visite aux prisonniers politiques, tenir des conférences de presse et appeler les institutions. Et ça fait mal. Ça fait très mal de voir qu'une personne de cet âge-là soit obligée de faire ça, d'une part, devant un régime qui semble ne pas l'écouter ou qui ne l'écoute pas, disons-le comme ça, et devant un peuple qui semble impassible, à qui ça ne dit rien, des jeunes qui voient ça et que ça ne les touche pas. Et Monseigneur Kodjo, je crois qu'il mérite notre profond respect. Et par rapport au fonds qu'il a lancé, je crois qu'il a lancé une cagnotte de 7 milliards pour pouvoir garantir l'alternance au Togo. Il y a une réalité qu'on ne doit même pas, qu'on ne doit surtout pas cacher, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. Et la politique, elle se fait avec de l'argent, et beaucoup d'argent. Toute action politique nécessite de l'argent. Et quand on se trouve en face d'un régime qui s'est accaparé de tout ce qui concerne de tout l'argent du pays et qui s'est assis sur toutes les caisses du pays et qui a des moyens vraiment colossaux pour corrompre, que ce soit l'opinion nationale, internationale, les médias et tout le monde, il faut nécessairement de l'argent, on est d'accord. Donc, l'initiative de Monseigneur Kodjo, moi je l'ai partagée sur ma page Facebook et j'ai averti ceux qui sont d'accord qu'ils contribuent. Parce que moi, je vais contribuer. Ceux qui ne sont pas d'accord, je leur en veux pas. Mais je ne veux pas de commentaires négatifs par rapport à ça, moi personnellement. Parce que je me dis, on est dans une situation aujourd'hui où tout le monde crie ou bien semble crier qu'il a la solution, mais on est sûr aujourd'hui que personne n'a de remède magique contre ce régime-là aujourd'hui. Donc tout le monde tente quelque chose. Et il suffit que ce soit un peu logique. Et tout le monde essaie quelque chose pour voir ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc, Monseigneur Kodjo, il a lancé une idée. C'est à nous maintenant de l'approcher et de voir réellement ce qu'il voudrait. Avec ce fonds-là, qu'est-ce qu'il veut comme action? Qu'est-ce qu'il pense qu'on pourrait faire comme action pour avoir l'alternance que nous souhaitons tous? Mais je ne pense pas qu'il faille lui lancer la pierre en étant loin, en ne comprenant pas ses motivations, en disant non, ben c'est pas, on a déjà cotisé, parce que on entend généralement, c'est ce que la diaspora dit, et on a déjà cotisé, ça n'a rien donné, etc. Ben c'est pas pour ça qu'il ne faut plus cotiser. On va toujours besoin de financement pour cette lutte-là. Donc, Monseigneur Kodjo a lancé une initiative, c'est à chacun de nous de l'approcher, de chercher à connaître ses motivations, et de voir dans quelle mesure on pourrait contribuer ou bien dans quelle mesure on pourrait ajuster ce qu'il est en train de penser pour avoir l'alternance. Parce qu'on est d'accord aujourd'hui quand même qu'on est sur un terrain vide où rien ne se fait. Ça, il faut le dire. Il n'y a rien qui se fait aujourd'hui sur le terrain. Donc, si Monseigneur trouve qu'on peut faire quelque chose pour avoir cette alternance,
approchons-nous de lui et demandons-lui ce qu'il pense qu'on pourrait faire et ajustons ce qu'il pense, amendons ce qu'il propose et allons-y. Donc moi, je suis totalement d'accord avec son initiative. Maintenant, c'est à nous de nous approcher de lui pour essayer de voir dans quelle mesure on peut discuter de cette initiative-là et voir ce que ça peut donner. David Pelly, ça se voit que vous soutenez cet appel de fonds lancé par Philippe Oufane-Kokpodjo. Il revient maintenant à chaque citoyen de jouer sa partition en adoptant la stratégie du petit oiseau colibri. Alors, la CENI a fixé le délai de dépôt des dossiers de candidature au 8 janvier 2020. Alors, mais le parti UNIR peine à organiser son congrès pour désigner son candidat. Alors, David Pelly, qu'est-ce qui peut expliquer ce tourment au sein du parti UNIR? Je lisais il y a 2 ou 3 jours dans la presse que le parti UNIR est en congrès pour désigner son candidat. Mais avant cela, je crois qu'il y a beaucoup de cadres de ce parti qui ont déjà scandé que leur candidat naturel c'est Faure Gnassingbé. Bon, vous savez, monsieur Amos, moi ça ne me fait ni chaud ni froid, hein, tout ce que ce parti-là fait, parce qu'on sait tous à quoi ça va déboucher. Donc leur congrès pour désigner un candidat, et moi ça ne m'intéresse pas, et parce que nous savons tous celui qu'ils vont désigner. Donc ils ont beau passer par des artifices pour distraire des gens et pour faire croire aux gens que Faure Gnassingbé ne va plus se représenter, ou bien ils sont en train de vouloir choisir un autre candidat et tout. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé va se représenter. Et donc moi c'est un congrès qui ne me dit rien. Je m'intéresse pas à ça. Et en sachant très bien que ce qui va sortir de ce fameux congrès-là est déjà connu de tous. Et maintenant, vous vous demandez qu'est-ce qui explique ce tourment au sein d'UNIR, c'est-à-dire pourquoi est-ce que jusqu'ici ils n'ont pas encore proposé un candidat. Et moi, je sais pas trop, mais ce qui est sûr quand même, c'est que ils sont gênés eux-mêmes, parce que après tout, c'est des humains. Tout le monde sait qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas normal. Ils le savent très bien. Dans une Afrique, surtout une Afrique de l'Ouest aujourd'hui, où les longs règnes, les mandats, les 2, les 3, les 4, les 5 mandats sont de plus en plus prohibés, et quelqu'un qui est venu au pouvoir en 2005, dans le sang de milliers de Togolais, suite à 38 ans de règne de son père, et qui a fait 15 ans, avec 3 élections, 2005, 2010, 2015, où il n'a jamais été élu, où il s'est maintenu avec la force. Et cette personne-là qui veut se présenter à une autre élection, pour un autre mandat, et c'est normal quand même que ce soit gênant. Pour eux-mêmes déjà c'est gênant, c'est très gênant. Mais ils vont le faire. Le coup de force c'est leur propre, hein. Ils vont le faire. Ils ont fait la même chose en 2005. Et devant les yeux du monde entier, ils sont passés par les moyens les plus grotesques possibles, les plus violents possibles, les plus inhumains possibles pour garder le pouvoir. Donc moi, je ne vois pas trop aujourd'hui ce qui leur ferait honte. Ils ont honte, oui, mais bon, ils le feront. Ils désigneront Faure Gnassingbé comme leur candidat. Ça, il faut qu'on s'attende à ça. Je ne pense pas qu'il faille se leurrer sur ce point-là. Et il faut le prendre comme une évidence. Ils vont désigner Faure Gnassingbé comme candidat. C'est à nous maintenant, un peuple togolais, de savoir comment nous organiser pour éviter cette énième humiliation et cette désolance qui nous arrive aujourd'hui, et parce que c'est le moment le plus crucial où il nous faut nous mettre ensemble. Mais on a l'impression que c'est plutôt le moment où nous avons décidé de nous diviser, de nous déchirer dans des querelles intestines, de nous séparer, de nous faire du mal pour des broutilles. Et c'est très triste, parce que je pense quand même que normalement le peuple togolais aurait dû être dans un véritable ordre de bataille aujourd'hui pour pouvoir mettre fin une fois pour de bon à cette énième humiliation que le clan Gnassingbé veut encore lui infliger. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On ne sent pas ça pour le moment. On espère que ça va changer dans les plus brefs délais, pour qu'on puisse se mettre ensemble pour mettre fin à cette forfaiture-là qui n'a que trop duré maintenant et qui commence à agacer tout le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier.